Donc effectivement, moi je fais une thèse de doctorat en STAPS à l'Université Paris-Saclay, sous la direction d'Anaïs Boulon, et donc je travaille plus spécifiquement sur les personnes trans dans le sport de haut niveau. Et par ailleurs, je suis désolé, je fais deux choses en même temps, ok. Et par ailleurs, je suis aussi militant dans diverses associations, et notamment donc, sur les questions LGBTI+. Donc, ce sujet des personnes trans et plus généralement des personnes LGBT à l'université, c'est un sujet que je connais bien. Là, je crois que là, ça va être bon, je vais pouvoir partager. Et donc, je suis ravi de pouvoir présenter ça aujourd'hui avec vous et donc vous donner un peu des billes aussi. L'idée, c'est ça, c'est pas de faire la morale, mais c'est vraiment d'essayer de vous donner des clés pour comprendre la situation et ce qu'il est possible d'améliorer. Alors, tac. Normalement, je pense que là, c'est bon, je vous ai partagé. Dites-moi si c'est OK. Oui, c'est bon, Lucie. OK, super. Donc, du coup, alors, attendez, je pense que c'est pas du tout le bon PowerPoint que je vous partage, vu que la date n'est pas bonne. On recommence. OK, là, on va être bon. Alors... Voilà, donc l'idée, c'est d'essayer de voir comment adopter des pratiques respectueuses des personnes trans à l'université. Donc, vous pouvez me contacter aussi si vous le souhaitez. Je vous ai mis mon adresse mail et de toute façon, je pense que je mettrai à disposition la présentation après. Et vous pourrez de toute façon la revoir puisqu'on enregistre. Alors, donc ma présentation, elle va se dérouler en 4 temps. Un premier temps très rapide, je vais vous donner quelques définitions, parce que l'idée, c'est que ça soit accessible à tout le monde, donc c'est possible qu'il y ait des gens parmi vous qui ne soient pas du tout familiers et familiarisés avec les notions que je vais utiliser et les questions LGBT et trans. Donc, je vous donnerai quelques définitions initiales. Ensuite, je vais utiliser les résultats d'une enquête à laquelle j'ai participé. On a réalisé une enquête statistique sur le bien-être des étudiants LGBTI+. Et donc, dedans, il y avait beaucoup de questions qui étaient relatives à leur vécu à l'université ou dans l'enseignement supérieur de manière générale. Et donc, il y avait une sous-population spécifique de personnes trans. Et donc, c'est les résultats sur cette sous-population, essentiellement, que je vais vous présenter pour que vous ayez un peu une idée des difficultés rencontrées par les personnes trans à l'université. Ensuite, je vous ferai un petit point de droit, parce qu'en fait, souvent, il y a beaucoup de méconnaissances sur ce que dit le droit sur les questions trans. Et vous verrez que ça éclaire aussi pas mal ce qu'on a le droit de faire ou pas sur ces sujets. Et enfin, je pense peut-être ce qui vous intéressera le plus, j'essaierai de vous montrer quelles sont un peu les bonnes pratiques ou les mesures qu'on pourrait adopter pour inclure d'une manière plus bienveillante les personnes trans à l'université. Donc pour commencer, quelques définitions. Donc j'utilise, vous l'avez sans doute déjà entendu du coup dans le début de ma présentation, l'acronyme LGBTI+. Donc ça représente en fait un ensemble de personnes, c'est un terme un peu parapluie, qui regroupe les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, ça en général les gens connaissent à peu près, et donc d'autres sous-populations qui ne sont pas regroupées là-dedans pour leur orientation sexuelle, mais pour ce qui concerne les personnes trans, donc pour leur identité de genre, et les personnes intersexes, donc intersexes et alliés sur Internet si ça vous intéresse, qui sont des personnes qui naissent en fait avec des variations biologiques qui font que leur corps ne correspond pas parfaitement aux définitions typiques médicales du masculin et du féminin. Et donc le plus, parce qu'en fait, on a de plus en plus de personnes qui ont des identités ou des orientations sexuelles un peu alternatives, disons, par exemple des personnes qui disent asexuelles, c'est-à-dire qui n'ont pas de besoin et de ressenti de sexualité, qu'on va intégrer là-dedans. Il va y avoir les personnes non binaires, dont je vais vous parler aujourd'hui parce que je les intègre dans la catégorie des personnes trans, et dont je vais vous donner la définition juste après. Les personnes aromantiques, qui elles disent ne pas ressentir d'attirance romantique envers d'autres personnes, etc. Et donc toutes ces identités-là qu'on voit émerger aujourd'hui se rajoutent à cet acronyme LGBT qui du coup s'est élargi à LGBTI+. Donc nous, aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement des personnes trans ou des personnes transgenres. On peut utiliser les deux termes. Vous avez sans doute déjà entendu des termes qui sont maintenant datés et qu'on n'utilise plus, comme des personnes transsexuelles,
qui étaient en fait des termes médicaux très pathologisants, très psychiatrisants, qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on utilise trans ou transgenre. Et l'antonyme de ça, donc les personnes qui ne sont pas trans, ce sont les personnes cis ou cisgenres. Donc qu'est-ce que c'est qu'une personne trans? C'est une personne dont le genre ne correspond pas au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Donc par exemple, quelqu'un qui à la naissance, peut-être que plus tard dans sa vie, elle va se rendre compte que en fait, elle n'est pas une fille, elle ne se ressent pas fille et elle se ressent garçon ou elle se ressent autre chose, par exemple, personne non binaire. Donc dans ce cas-là, ça sera une personne trans. Donc là, vous avez vu, j'ai utilisé le terme de sexe assigné à la naissance. Et donc par ce terme-là, on désigne tout simplement le sexe qu'on inscrit à l'état civil lors de la naissance d'un enfant. En général, c'est juste à partir de l'observation des organes génitaux externes. Voilà, s'il y a une vulve, on va considérer que c'est une fille. S'il y a un pénis, on va considérer que c'est un garçon. Et du coup, ce sexe assigné à la naissance, il est sous la forme d'une modalité binaire. Soit on est assigné au homme, au masculin, soit on est assigné femme, au féminin. Et ce sera ce qu'on aura du coup sur nos papiers d'identité. Ensuite, donc, je vous ai dit que du coup, dans l'acronyme LGBT, il y avait à la fois des questions d'orientation sexuelle, dont on ne va pas trop parler aujourd'hui, et des questions donc d'identité de genre. Et la question trans, elle repose en fait sur cette question plutôt d'identité de genre, c'est-à-dire le genre dans lequel les individus se reconnaissent, comment ils se ressentent intimement. Et donc, cette identité de genre, elle a un peu une modalité triple. Soit on se ressent homme, soit on se ressent femme, soit, et ce terme est utilisé de plus en plus aujourd'hui, on se ressent non-binaire. Et donc, pour vous préciser ce que c'est que la non-binarité, alors ce n'est pas quelque chose qui est complètement nouveau, mais le terme en fait est apparu assez récemment. En fait, il y a des gens depuis très longtemps qui ne se reconnaissaient pas vraiment dans ce que c'était que le masculin ou le féminin dans nos sociétés. Et donc, c'est juste que le concept s'est vraiment formalisé et répandu autour de cette notion de non-binarité assez récemment. Et donc, du coup, là aussi, c'est un terme parapluie qui regroupe en fait plein d'identités assez différentes de personnes qui ne se reconnaissent pas ou pas strictement dans les genres binaires, hommes ou femmes. Donc ça va être par exemple des personnes qui considèrent que le genre, c'est pas quelque chose qui leur parle, ça leur est un peu extérieur, et donc sont non binaires, elles ne sont ni hommes ni femmes. Ça peut être des personnes qui ont un genre qui est un peu fluctuant, qui par moments se sentent plus du côté du masculin, par moments plus du côté du féminin, et qui pourront être gender fluid. Donc c'est un ensemble voilà, d'identités de genre qui ne sont pas strictement je me sens complètement homme ou je me sens complètement femme. Et donc, je vous en parle parce que c'est vraiment important aujourd'hui d'en prendre conscience parce qu'en fait, moi, je suis arrivé, je pense, un peu au début, enfin, moi, quand j'ai eu mes questionnements personnels, parce que moi, je suis une personne non binaire, il y a 5-6 ans, c'était vraiment le début de ça. Mais en fait, je vois qu'aujourd'hui, et surtout avec les réseaux sociaux, il y a de plus en plus d'adolescents qui se reconnaissent là-dedans, dans des identités non binaires. Et donc, en fait, c'est des populations qui vont arriver sans doute assez massivement à l'université dans quelques années. Donc, c'est important qu'on prenne conscience de leur existence et qu'on sache quoi faire en fait pour les mettre à l'aise aussi dans leurs études. Donc ça, c'était pour les quelques définitions. Vous n'hésitez pas, même dans le chat, s'il y a besoin à redemander des précisions, parce que je vais réutiliser plusieurs de ces termes. Donc il faut que ça soit assez clair pour vous. Si vous avez un doute, vous n'hésitez pas à me le dire. Donc maintenant, je vais vous parler du vécu de la transidentité à l'université en utilisant donc les résultats de l'enquête BEL, donc bien-être des étudiants LGBTI+ à l'université. Je crois que je n'ai pas renoté la date, donc je vais essayer de mémoire de vous redire qu'on a mené à l'automne 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc, elle a été menée par l'association Éclair, avec le soutien d'institutions et d'autres associations. Donc, le CAELIF, qui est l'association en Ile-de-France qui rassemble les collectifs étudiants LGBT. Donc, un peu toutes les associations des écoles ou des universités LGBT se regroupent au sein du CAELIF pour essayer de mener des actions en commun, d'avoir des plateformes de revendication, etc. Donc au départ, en fait, cette enquête, elle a été un peu lancée par le CAELIF qui avait demandé une subvention à la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA, qui a donc tout un pan de son champ d'action à la DILCRA sur la lutte contre les discriminations, en particulier les discriminations LGBTI-phobes, et qui du coup finance pas mal de projets là-dessus. Et donc, il y avait eu un financement obtenu par le CAELIF pour faire une enquête, c'était assez large, pour faire une enquête sur les jeunes LGBT. Et donc nous, on a monté notre association Éclair au sein du CAELIF, donc avec quelques camarades, on était à 5, et on a décidé de centrer plus spécifiquement cette enquête sur le bien-être des étudiants et des étudiantes LGBTI+.
Donc avec à la fois du coup des questions sur l'université spécifiquement et l'enseignement supérieur, mais aussi d'avoir un peu un panorama général sur le bien-être dans leur vie. Et donc on a également été soutenu par une association communautaire qui est beaucoup axée sur la lutte contre le sida et contre l'homophobie, c'est les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, qui est un groupe assez festif. Si vous voulez regarder ce qu'elles font, elles sont déguisées en bonnes sœurs, mais pailletées et très colorées. C'est assez marrant ce qu'elles font et leur travail est très important. Et par le CRIPS, dont évidemment j'ai oublié l'acronyme, qui du coup est un organisme qui lutte contre les MST, contre les addictions, etc., auprès de la jeunesse, essentiellement. Et qui donc a participé surtout à visibiliser un peu notre enquête. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'on n'avait pas fait ça tout seul dans notre coin et qu'on avait eu quand même plusieurs soutiens, ce qui a aussi permis le succès de cette enquête. Alors, je vous dis le succès de cette enquête, pourquoi? Parce qu'elle a vraiment dépassé nos espérances. On a eu plus de 7000 réponses donc de la part d'étudiants au questionnaire qu'on a fait tourner, donc qui était un questionnaire en ligne. Et donc parmi ces 7301 réponses, il y en a 6137 qui concernent bien spécifiquement la population qu'on voulait étudier, c'est-à-dire les étudiants et les étudiantes LGBTI+. Donc il y a à peu près 1000 personnes qui ont aussi répondu, mais qui en réalité n'étaient pas complètement concernées par cette enquête, mais qu'on n'a pas complètement exclues, on les a gardées, puisque ça nous permet d'avoir une petite population de comparaison pour voir quand on n'est pas un étudiant LGBT, qu'est-ce qu'on a comme vécu à l'université, quelle est la différence du coup pour les personnes LGBT. Donc ça permettait d'avoir au sein de notre enquête une population de comparaison. Évidemment, après, on a comparé aussi à des enquêtes extérieures. Donc l'idée de cette enquête sur le bien-être, c'était d'avoir un panorama de l'état de santé, mais aussi un panorama des violences subies par cette population et plus généralement des difficultés rencontrées par les étudiants et les étudiantes LGBTI+, donc dans différentes sphères de leur vie. L'université, mais pas que. On regardait aussi ce qui se passait dans leur famille, au travail pour les personnes qui avaient un emploi, enfin, voilà, on avait dans leur sexualité, voilà, il y avait on essayait d'avoir un panorama un peu large de leur vécu. Ce qui a été super, c'est qu'on a réussi à bien relayer notre questionnaire, y compris avec des établissements universitaires qui ont envoyé à leurs étudiants et étudiantes notre questionnaire. Donc on est passé voilà, un peu par une voie institutionnelle directement universitaire et on est passé évidemment ensuite nous par la voie communautaire. On a beaucoup utilisé les associations LGBT pour faire tourner le questionnaire. Et ça nous a donc permis d'avoir une population qui est assez représentative finalement de la population étudiante générale. On a un peu comparé avec les données du Crous sur qui sont les étudiants. Et en fait, c'était assez similaire. Donc, quand on regardait en fonction, par exemple, du type d'établissement, est-ce qu'on était dans une université, dans une grande école, dans une formation professionnelle, etc. C'était à peu près équivalent à dans notre échantillon par rapport à ce qu'il y avait dans la population étudiante générale. Et pareil aussi, par exemple, pour la filière. Est-ce que les gens étaient inscrits en sciences, technologies, santé, en arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales? On avait une répartition à peu près similaire. Idem pour le sexe, on avait à peu près le même pourcentage garçon-fille. Enfin, voilà, donc on était assez content de se dire qu'en fait on avait un échantillon qui était assez représentatif de ce qu'est censé être la population étudiante. Donc maintenant, pour passer plus spécifiquement à la question des personnes trans dans cette enquête. Donc sur les 6137 réponses de personnes LGBT, on en avait 664 qui étaient des réponses de personnes trans. Alors là, vous voyez, je mets une petite astérix à trans parce que j'ai décidé de regrouper dans ce terme-là ce qu'on considère classiquement comme les personnes trans, donc en gros les hommes et les femmes trans, mais aussi les personnes non binaires. Et les personnes non binaires, alors c'est une petite subtilité, toutes ne se définissent pas comme des personnes trans. Donc moi, j'ai décidé de regrouper tout le monde parce qu'en fait, je pense qu'il y a des spécificités communes. En fait, il y a un vécu commun et plein de problématiques qui sont similaires. Mais il faut savoir que certaines personnes non binaires se définiront pas particulièrement comme trans. Et donc là, moi, à chaque fois, maintenant, quand je vais parler de personnes trans, j'inclus dedans les personnes non binaires parce qu'en fait, il y a des problématiques qui sont similaires. Donc, important à savoir, les personnes trans, ça peut donc être des hommes, des femmes et des personnes non binaires, ce que je vous disais au début sur l'identité de genre. Il peut y avoir les 3 types d'identité de genre. Et nous, quand on regardait dans notre échantillon, parmi les personnes trans qui avaient répondu, en fait, la majorité, c'était des personnes non binaires. Donc, on a eu beaucoup de personnes non binaires qui ont répondu au questionnaire. Ensuite, on a eu surtout des hommes trans, donc un gros tiers, et très peu de femmes trans, finalement, qui ont répondu à notre questionnaire. Donc les femmes trans, pour bien vous repréciser aussi s'il y a des personnes qui ont des doutes, c'est des personnes qu'on a assignées aux garçons à la naissance
et qui aujourd'hui font une transition pour être reconnues socialement comme des femmes, parce qu'elles se sentent femmes. Les hommes trans, c'est l'inverse, c'est des personnes qui se ressentent hommes, mais si on regarde ce qui a été inscrit à leur état civil à la naissance, il y a inscrit femme. Et un dernier élément important à prendre en compte quand on traite de cette population, c'est que ce n'est pas du tout une population qui est homogène. Il y a évidemment plein de similitudes et de problématiques communes, mais il faut savoir qu'il y a une grande diversité de vécus. Notamment, souvent, quand on parle des personnes trans, on imagine que c'est des personnes qui vont faire plein de modifications corporelles. Alors oui, il y a beaucoup de personnes trans qui font ce qu'on appelle une transition médicale, c'est-à-dire prendre des hormones masculinisantes ou féminisantes, faire des chirurgies, etc. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de personnes trans qui ne s'engagent pas dans des procédures médicales ou pas dans toutes les procédures médicales, notamment les chirurgies. En réalité, ce n'est pas du tout toutes les personnes trans qui vont faire des chirurgies. Donc voilà, il faut savoir que tout le monde ne s'engage pas dans une transition médicale et pas dans les mêmes types de transition médicale, et que tout le monde ne fait pas non plus son changement d'état civil, c'est-à-dire de faire correspondre ses papiers d'identité à son identité vécue. Notamment, par exemple, pour les personnes non binaires, en fait, ça serait impossible en France aujourd'hui d'avoir un état civil qui corresponde à leur identité, puisqu'il n'y a pas de case non binaire dans l'état civil. Voilà, donc maintenant, pour passer plus spécifiquement aux résultats de notre enquête, je vous ai mis pas mal de graphiques. Je ne vais pas tout commenter en détail, mais ça va vous donner un peu une idée quand même des différents résultats qu'on a pu avoir. Et donc, je vais commencer, bon, ce n'est pas un sujet très fun, mais je vais commencer du coup par les violences qui sont subies dans les études supérieures. Donc, si vous regardez la colonne qui est en bleu, ça concerne du coup l'ensemble des répondants LGBTI+ à notre enquête. Et là, on voit qu'il y en a plus de la moitié qui déclarent avoir subi des violences dans le cadre de leurs études. Et quand on compare avec du coup la petite population dont je vous ai parlé, les 1000 personnes qui ont répondu, alors qu'en réalité, elles n'appartiennent pas à la population LGBT, elles appartiennent à la population générale, ben on voit qu'en fait, c'est 2 fois plus du coup que cette population, que le reste de la population étudiante. Et en fait, c'est ce qu'on a constaté aussi en comparant aux études du CROUS, soit d'autres études qui avaient été menées en France sur les violences vécues par les étudiants. C'est assez spectaculaire que les étudiants LGBT subissent autant de violences. Et donc, quand on regarde parmi ces 6137 étudiants LGBT, qu'on regarde du coup la colonne violette qui est spécifique aux personnes trans, bah là, les violences vécues sont encore plus importantes. On atteint presque les 3/4 de ces étudiants qui déclarent avoir vécu des violences dans leurs études. Donc, si on élargit un peu les violences aux violences subies au cours de la vie, donc ça, c'est la première ligne de ce graphique. Donc, en bleu foncé, vous avez la population trans. En rouge, la population LGB, alors que j'ai appelé cisgenre, qui correspond du coup à toute la population qu'on avait enquêtée, les 6000 personnes qu'on avait enquêtées, moins les personnes trans, et la population générale en orange, donc ce qui permet de comparer un peu ces trois strates. Mais on se rend compte que les personnes trans, là aussi, c'est celles dans leur vie qui subissent le plus de violences. Plus de 90% de ces personnes-là déclarent avoir vécu des violences au cours de leur vie. Et en dessous, vous voyez un peu le type de violence que les gens pouvaient déclarer. Ça allait être par exemple des violences sexuelles, des agressions, du cyberharcèlement, mais ça pouvait être aussi des choses, entre guillemets, plus légères, comme des blagues, des remarques un peu déplacées, du sexisme ordinaire. Ça peut être des insultes aussi, du harcèlement. Donc voilà, on avait un panel assez large quand même de violences. Donc quand on dit que 90% ont subi des violences, ça ne veut pas forcément dire que 90% ont subi des violences sexuelles et des agressions physiques. Mais voilà, c'est surtout le panel des violences. En fait, les gens déclarent quand même, pour la quasi-totalité, avoir déjà subi des violences au cours de leur vie. Et donc, c'est ce que je vous disais juste avant, près des 3/4, si on regarde dans les études, ont subi des violences, donc dans le cadre étudiant pour ce qui concerne les personnes trans. Et on voit que de manière générale, la population des lesbiennes, gays, bisexuelles, elle aussi, elle subit plus de violences que la moyenne, mais quand même moins que les personnes trans, et que la population générale, en orange, elle subit quand même beaucoup moins de violences. Alors, on déclare en tout cas beaucoup moins que les autres. Et la différence se répercute sur chaque type de violence. À chaque fois, vous voyez que le trait bleu, il est plus long que les autres traits. Donc les personnes trans subissent plus de violence que les autres populations pour tous les types de violences. Ensuite, un élément qu'on avait demandé aussi, c'était qui sont les auteurs et les autrices des violences? Qui, du coup, vous a fait violence? Et donc, pour 3/4 des victimes, pour les violences qui concernent les études supérieures, l'université, 3/4 des victimes déclarent avoir subi des violences de la part d'autres étudiants. Donc, ça reste quand même le danger principal, en quelque sorte. C'est surtout les autres étudiants qui vont, du coup, exercer des violences à l'égard des étudiants et des étudiantes trans. Mais on voyait que quand même, la part des violences qui pouvaient émaner de l'administration, du personnel universitaire ou des profs, elle n'était pas négligeable.
puisque si on regardait, en regroupant l'ensemble des violences, près de la moitié des victimes déclarent avoir subi des violences de la part de l'administration, du personnel universitaire ou des professeurs. Donc c'est pour dire que ce n'est pas simplement une question de violence entre pairs, entre étudiants. Il y a des vraies réflexions à avoir sur comment est-ce que le personnel administratif, universitaire, enseignant peut aussi améliorer son appréhension des personnes trans pour ne pas leur faire violence non plus. Je crois que, j'ai pas mis le graphique, mais si je me souviens bien, c'était surtout pour ces cas-là, c'était plutôt des violences du type des blagues déplacées, des remarques déplacées. C'était pas forcément des agressions, mais c'était plus un peu du sexisme ordinaire, des petites violences ordinaires, mais qui en fait, l'une mise à côté de l'autre, ça pèse en fait dans la vie des gens. Du coup, on leur avait demandé, évidemment, derrière, si vous avez subi des violences, est-ce que vous êtes allé vous plaindre auprès de l'administration? Est-ce que vous avez porté plainte, en quelque sorte, auprès de votre administration étudiante pour que quelque chose soit fait, que des mesures soient prises, que éventuellement quelqu'un soit sanctionné? Et donc, sur l'ensemble des personnes qui avaient déclaré subir des violences, donc là, sur nos 664 personnes trans, ça devait représenter à peu près 500 personnes, puisque les 3 quarts avaient déclaré avoir subi des violences dans le cadre universitaire. En fait, il y en a déjà très peu qui sont allés se plaindre auprès de l'administration. On a seulement 59 personnes qui se sont plaintes. Donc, on voit déjà qu'il y a un phénomène d'autocensure des victimes qui, en fait, anticipent déjà que ça servira à rien, en fait, d'aller porter plainte, et donc qui ne font pas les démarches à ce sujet. Et quand on regarde sur ce tout petit échantillon d'une soixantaine de personnes qui se sont plaintes, ce que la plainte a donné, est-ce que leurs problèmes, est-ce que les violences vécues ont été prises en charge? On se rend compte que c'est quand même loin d'être le cas. Il y a seulement 1/5 de ces personnes qui considèrent que leur problème a été pris en charge et qu'il a été pris en charge de manière bienveillante. Parce que ça aussi, c'est le deuxième problème. Parfois, c'est effectivement, il y a quelqu'un qui vous reçoit dans l'administration, mais qui en fait va laisser traîner, il ne se passera rien derrière. Donc, être pris en charge et de manière bienveillante, qu'on vous prenne au sérieux, quand vous dites, en fait, j'ai vécu ça et c'est pas normal, ça fait partie des discriminations et des violences qui sont normalement pénalement sanctionnables, il y en a seulement 1/5 qui ont été prises en charge. Donc, c'est dans ce camembert la partie orange. Et en fait, plus de la moitié disent non, pas du tout. Donc, sur les 60 personnes, là, il y en a 30 en fait qui nous disent que non, leur problème n'a pas du tout été pris en charge, ce qui est quand même problématique quand on voit l'ampleur des violences qui sont subies. Si sur les personnes qui vont déjà, la moitié ne sont pas, c'est un problème pour pouvoir lutter efficacement contre ces violences. Ensuite, une des difficultés pour les personnes trans, c'est d'être considérées dans leur véritable identité vécue. Donc, par exemple, pour une femme trans, qu'elle soit bien considérée comme une femme à l'université et qu'on ne passe pas son temps à lui dire « Ah mais non, mais en fait, tu es un homme », à révéler à tout le monde que c'est une personne trans, etc. Donc, elle puisse vivre sous sa véritable identité à l'université. Et pour ça, un des éléments essentiels, dont je vous reparlerai aussi à la fin, c'est de pouvoir s'inscrire, ne serait-ce que s'inscrire sur ces papiers administratifs universitaires, sous sa véritable identité, sous sa bonne identité, donc en tant que femme. Ce qui est, je vais vous l'expliquer ensuite, ce qui est possible en fait, même sans avoir fait de changement d'état civil, les personnes trans ont le droit de s'inscrire avec leur prénom d'usage, et donc leur identité d'usage, à l'université, et d'avoir donc tous leurs papiers, les listes d'appels, leurs cartes étudiants, etc., qui soient à leur bonne identité. Et donc quand on regarde ça, nous sur les personnes qui ont répondu à cette question, alors je ne sais plus combien il y en avait, du coup je n'ai pas mis sur la slide, c'est quand on leur demandait est-ce que vous avez pu vous inscrire avec votre prénom d'usage dans votre établissement. En fait, il y en a seulement 1/5 qui ont pu s'inscrire sous leur prénom d'usage, donc ce qui représente quand même pas beaucoup d'étudiants, et seulement 1/4 qui sont appelés au quotidien avec ce prénom. Donc pour les 3 quarts du coup des personnes trans qui avaient répondu à cette question, pour les 3 quarts, elles n'étaient pas appelées au quotidien avec leur bon prénom, leur identité vécue. Donc nous, dans nos termes, on dit qu'elles étaient donc mégenrées. On utilisait le prénom qui est inscrit pour l'instant sur leur carte d'identité, mais qui est en fait pas du tout celui que ces personnes-là veulent utiliser dans leur vie, et qui n'est pas du tout, du coup, l'identité dans laquelle elles se vivent. Et donc, on voit que ça leur pose des problèmes. Là, par exemple, ce qui était en orange, c'était 7% des personnes qui n'avaient pas pu s'inscrire avec leur prénom disaient non, et ça me pose des problèmes au quotidien. On peut se douter, si on peut pas, si on a une dissonance entre la présentation qu'on affiche, puisqu'en fait, quand même, pour beaucoup de personnes, et notamment celles qui auraient fait des modifications médicales, elles sont en fait bien identifiées physiquement comme étant de leur identité vécue. Mais si sur leur papier, il y a marqué une identité qui n'est pas concordante, ça pose des soucis. Le prof ne va pas comprendre quand il a sa liste d'appels, voilà, la différence entre le prénom qui est inscrit là et la personne qui voit en face. Donc il a l'impression que c'est une autre identité de genre.
Et donc, ça peut poser des problèmes au quotidien et du coup révéler aussi, alors que ça devrait être relevé de la vie intime et de la vie privée, ça risque de révéler constamment le fait que ces personnes-là sont trans. Et donc, ça les expose à des violences, parce que dès qu'on sait qu'une personne est trans, elle est exposée dans l'espace public, mais aussi dans sa sphère privée et quotidienne, à potentiellement des violences de la part de personnes qui feraient preuve du coup de transphobie. Donc voilà, ça c'était sur la question de pouvoir s'inscrire avec sa bonne identité à l'université. Mais j'en reparlerai un petit peu après parce que c'est un élément vraiment important. Et donc bon, toutes ces violences, que ce soit des micro-violences un peu quotidiennes ou des violences plus lourdes qui amènent vraiment à des traumas, elles ont des conséquences sur la santé des étudiants et des étudiantes trans. Donc en fait, c'est pas juste une question de ressenti, de se dire ah, ben, ces gens-là se sentent un peu maltraités. C'est qu'en fait, la conséquence, c'est vraiment qu'on voit une dégradation de l'état de santé des personnes trans, et notamment, plus précisément, une dégradation de leur état de santé mentale. Donc près de la moitié, et là en fait on a repris des catégories traditionnelles d'études de la santé mentale qui sont aussi utilisées par le Crous, notamment pour évaluer un peu l'état de santé des étudiants et des étudiantes. Quand on regardait au cours du dernier mois, du coup sur différents items, s'être ressenti seul ou isolé, avoir eu l'impression d'être épuisé, avoir eu des pensées suicidaires, des problèmes de sommeil, avoir été stressé, avoir été déprimé, bah là aussi on se rend compte que les personnes trans, elles sont largement surreprésentées dans les gens qui déclarent tous ces types de difficultés mentales. Donc près de la moitié, ça c'était quand même la chose la plus spectaculaire, près de la moitié de ces personnes trans ont eu des pensées suicidaires au cours du dernier mois. Donc c'est quand même un problème là, de santé publique majeur de se dire que la moitié des étudiants trans ont pensé à se suicider au cours du dernier mois. Plus des trois quarts ont été déprimés et ou ont été stressés et ou ont été épuisés. Et 40%, là c'est pas ce que je vous ai mis là, mais nous on avait des questions en plus du coup sur les troubles en fait psychiques qu'on pouvait avoir. 40% de ces étudiants trans déclarent des troubles psychiques diagnostiqués, donc du type un trouble anxieux, un trouble dépressif. Donc c'est quand même aussi là spectaculaire d'avoir un chiffre aussi élevé de personnes qui déclarent tout simplement des troubles psychiques qui évidemment les handicapent dans leur vie. Et pour ce qui est des troubles dépressifs ou des pensées suicidaires, peuvent mener effectivement à des situations très dramatiques de personnes qui mettent fin à leur jour, quoi. Du coup, quelles sont les stratégies un peu que mettent en place les personnes trans pour se protéger à l'université? Alors, du coup, là, je vous ai mis en titre pour vivre heureux, vivons cachés. Ben, en fait, oui, là, je l'ai mis sous forme de question, mais en fait, oui, il y en a beaucoup qui, du coup, vont cacher le fait qu'elles sont trans à l'université. Donc, près de 40% des étudiants trans et non binaires vont cacher totalement leur identité de genre dans le cadre étudiant, c'est-à-dire qu'ils ne vont dire à personne qu'ils sont trans, qu'en fait ils ne se reconnaissent pas dans l'identité qui est inscrite sur leur carte d'identité, qui est donc aussi celle avec laquelle ils se sont inscrits à l'université, et qui en fait du coup en réalité préféreraient être appelés autrement et être considérés autrement. Et quand on regarde spécifiquement les personnes non binaires, c'est la moitié, près de la moitié qui n'affichent pas le fait qu'elles sont non binaires à l'université. Donc c'est une des stratégies pour éviter de subir des violences. Ben, on n'affiche pas qu'on appartient à une sous-population discriminée, en espérant que du coup, personne ne s'en rendra compte et qu'on ne sera pas du coup exposé à des violences en raison de notre transidentité. Et donc vous voyez, c'était assez, pour les statistiques, ce qui était intéressant, c'était que être un homme trans ou une femme trans, ça changeait pas grand-chose sur le fait de cacher ou pas son identité trans. C'était à peu près un tiers dans les deux cas qui refusaient qui cachaient du coup leur identité totalement ou partiellement dans le cadre étudiant. Alors qu'on aurait pu penser, en fait, je vous dis ça parce qu'on aurait pu penser que les femmes trans, qui sont quand même historiquement plus connues et plus discriminées, ou qui en tout cas ont des représentations encore plus négatives dans les médias, par exemple, que les hommes trans, où souvent on les assimile à des prostituées, à la représentation dans la pornographie de la shemale, cette personne qui aurait à la fois des seins et un pénis, etc. Donc il y a vraiment des représentations très dégradées de la femme trans. Et finalement, en fait, on se rend compte que c'est les mêmes stratégies que les hommes trans à des degrés assez similaires pour se protéger à l'université. Un autre élément qui était assez frappant, c'était le renoncement aux études. Et donc, dans notre population trans, bah aussi une des réactions, une des stratégies qu'on peut mettre en place pour éviter de subir des violences et des discriminations à l'université, bah, c'est tout simplement de ne pas aller dans l'enseignement supérieur. Donc 15% des répondants et répondantes trans
ont déjà renoncé à une formation par peur d'y subir des violences ou des discriminations liées à leur identité de genre, et 28% l'ont déjà envisagé. Donc en fait, on est à presque, pas la moitié, mais quand même pas loin, de personnes qui ont soit déjà renoncé à des formations, soit envisagé de renoncer à des formations parce qu'elles avaient peur, en tant que personnes trans, de subir des violences et des discriminations. Et donc là, on se rend compte aussi que les personnes trans le déclarent plus que le reste de la population LGBT, que les lesbiennes, gays et bi, et plus aussi que la population générale. Donc si vous regardez les deux dernières lignes, il n'y a quasiment personne qui avait renoncé à des formations parmi la population LGBT ou la population générale. Par contre, on a voilà, près de 15% pour la population trans, et pareil, pour avoir envisagé, c'était aussi assez important, assez spectaculaire. Pardon, Lucie, quelqu'un demande Pardon, Lucie, quelqu'un demande NA, c'est quoi? NA, c'est quoi? Ah, c'est les non-réponses. Oui, pardon. Ça, c'est des gens qui, du coup, quand on a posé la question, n'ont rien coché. Ouais, c'est juste une donnée statistique. En général, quand les gens ne répondent pas, on écrit NA, parce que c'est en anglais no answer. Alors, donc ça, c'était pour du coup les résultats de notre enquête qui, bon, c'est un peu, voilà, c'est quand même un constat un peu déprimant, ça je vous l'accorde. Nous aussi, ça ne nous a pas trop réjoui de découvrir ça, même si on s'y attendait un peu. Mais bon, voilà. Donc du coup, maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut un peu faire. Donc déjà, que dit le droit, et notamment que dit le droit pour protéger les personnes trans. Alors, il faut savoir déjà que depuis 2016, l'identité de genre s'est considérée comme un motif de discrimination. Donc, par exemple, dans l'article 225.1 du Code pénal, qui a été modifié aussi en 2016, il est écrit constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur identité de genre. Donc, il y avait tout un ensemble d'autres critères que vous avez sûrement déjà entendus sur le critère de la religion, le sexe, l'origine ethnique. Enfin voilà, il y a toute une série de choses. Et donc, parmi celles-là qui constituent des discriminations, il y a l'identité de genre. Donc, on n'a pas le droit de discriminer quelqu'un parce que c'est une personne trans. Par exemple, on n'a pas le droit de refuser un logement à une personne sous prétexte qu'elle est trans. L'article 225.2 du Code pénal ajoute aussi la discrimination commise à l'égard d'une personne physique ou morale est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Donc, c'est pas des petites peines. C'est considéré quand même comme quelque chose d'important et de sérieux dans notre code pénal. Discriminer une personne trans parce qu'elle est trans, pardon, ça expose à 3 ans de prison et une amende de 45 000 €. Et bon, là, je ne voulais pas noter en entier, mais on retrouve en fait un texte similaire dans le Code du travail qui inscrit aussi l'identité de genre parmi la liste des discriminations qui sont donc interdites. Donc ça déjà, c'est voilà, depuis 2016, l'identité de genre, c'est un motif de discrimination. Donc c'est pris en charge, le fait de discriminer des personnes trans, c'est pris en charge par le droit français. C'est aussi, il faut savoir, une circonstance aggravante des crimes et délits. Ça, c'est ce qui est écrit dans l'article 132-77 du Code pénal. Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime, à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé. Donc là aussi, on voit que l'identité de genre, à côté d'autres motifs de discrimination, là je vous ai laissé ceux qui concernaient globalement la population LGBT, le sexe, l'orientation sexuelle, que ce soit vrai ou supposé, ça c'est important aussi. En fait, il n'y a pas besoin que la personne soit effectivement trans et qu'elle l'affiche, etc., pour que ça marche. En fait, si les agresseurs ont supposé que la personne était trans, c'est considéré aussi comme une circonstance aggravante. Voilà, et donc ça aggrave les risques de sanctions dans le cas d'un crime ou d'un délit. Alors, et dernier élément sur le droit, c'est la question du respect de l'intimité et de la vie privée, dont je vous ai un tout petit peu parlé avant, qu'on retrouve surtout en fait dans les lois européennes. La Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8, dit « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Donc ça, c'est juste pour vous dire que la question de la vie privée et du respect de cette vie privée, c'est inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme. Et là où ça nous intéresse, c'est qu'il y a eu une jurisprudence européenne qui dit que l'identité de genre, et donc là, le fait d'être trans, c'est un des aspects les plus intimes de la vie privée. Donc le fait d'être trans, ça rentre tout à fait dans cet article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et donc ça veut dire aussi
toute personne trans a droit au respect de son intimité en tant que personne trans. Donc, par exemple, révéler publiquement qu'une personne est trans alors qu'elle-même ne l'a pas dit, voilà, et n'a pas donné son accord, eh bien, c'est une violation de cet article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ça, c'était ce que nous disait le droit. Et donc maintenant, je vais essayer de vous détailler quelques bonnes pratiques pour inclure les personnes trans à l'université. Alors, pour ce faire, je vais en fait beaucoup utiliser la recommandation du Défenseur des droits de 2020. Alors là, c'est des liens cliquables. Si ouais, je peux les cliquer aussi là. Mais donc, je vous ai mis, vous pourrez, quand je vous donnerai accès au PDF, vous pourrez cliquer dessus. Donc, on retrouve les recommandations de manière un peu résumée sur leur site dans une page ou sur les 10 recommandations pour faire valoir les droits des personnes transgenres et de manière beaucoup plus détaillée dans la décision cadre numéro 2020-136. Donc, dans les deux cas, vous pouvez cliquer, ça vous mènera sur les liens si vous voulez lire plus en détail. Donc, cette recommandation du Défenseur des droits, elle ne concerne pas que l'université, elle concernait un peu toutes les sphères de la vie des personnes trans où elles pouvaient être discriminées. Donc, il y avait des choses sur leur accès au monde médical, leur accès au travail, etc. Et donc, il y a un paragraphe qui parle de l'université, de l'enseignement supérieur. Et pas que de l'enseignement supérieur d'ailleurs, il parle aussi de l'enseignement secondaire, il me semble. Et donc, je vous ai reproduit là la partie un peu résumée du coup de la décision cadre qu'on retrouve dans les 10 recommandations, qui traite spécifiquement de la question des étudiants et des étudiantes, et donc des jeunes qui sont encore dans le système scolaire. Donc, je vous le lis. Conscient de la particulière vulnérabilité des mineurs et jeunes adultes transgenres et saisi de plusieurs réclamations, parce que oui, voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Défenseur des droits, c'est une instance qu'on peut saisir en tant que particulier quand on pense être victime d'une discrimination. Par exemple, je vous donne un autre exemple qui n'a pas forcément de lien avec les personnes trans. Vous voulez avoir accès à votre dossier médical et l'hôpital où vous avez été opéré, où vous avez suivi des traitements, ne vous donne pas accès à votre dossier. Et il fait un peu traîner les démarches, et en fait, ça fait plusieurs années quand même que vous les relancez, etc. Vous pouvez faire appel au Défenseur des droits, qui du coup, lui, fera une démarche pour aller dire à l'hôpital, on vous rappelle que la loi vous oblige à donner accès aux individus à leur dossier médical. Donc, voilà, c'est en fait une espèce de première étape juridique avant de se lancer dans une vraie démarche juridique qui parfois suffit, voilà, une petite pression de la part du Défenseur des droits juste pour rappeler la loi, ça suffit parfois pour débloquer des situations. Donc là, du coup, le Défenseur des droits explique qu'ils ont eu plusieurs remontées des réclamations et des saisines de la part de personnes trans qui subissaient des discriminations. Donc, conscient voilà, de cette vulnérabilité qu'ils ont pu établir à partir des réclamations, le Défenseur des droits recommande aux établissements scolaires et universitaires de respecter l'identité de genre des élèves et de favoriser leur inclusion. Cela doit passer par l'utilisation du prénom et pronom choisi par l'élève. Donc là, ça dit clairement qu'une personne trans, qui est changement d'état civil ou pas changement d'état civil, là, c'est pas la question. Une personne trans, si elle vous signifie qu'elle est trans et qu'elle a envie d'être désignée par son prénom choisi et un pronom différent du coup de celui qui est sur sa carte d'identité, donc par exemple, voilà, s'il y a F sur la carte d'identité mais que c'est un homme trans, il peut demander à être désigné au masculin, les établissements doivent le faire. Cela doit passer aussi par le choix de l'habillement, respecter le choix de l'habillement des individus, la prise en considération de l'identité de genre pour l'accès à certains espaces. Donc, par exemple, une femme trans, elle a tout à fait le droit d'aller dans les toilettes femmes. Donc ça concerne les vestiaires, les toilettes, les dortoirs. Ça doit passer aussi par la création d'un guide de bonnes pratiques et de formation à destination des équipes éducatives et de campagnes de prévention pour lutter contre la transphobie. Et moi, je dirais que là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça fait un peu partie de la campagne de prévention, voilà, informer un peu le grand public de ces problématiques-là. Donc voilà, ça, c'est un peu toutes les recommandations qui ont été faites par le Défenseur des droits et qui sont un peu plus détaillées aussi dans leur décision cadre. Donc, quelles sont les bonnes pratiques du coup qu'on peut mettre en place? Donc, je viens de vous le dire, on peut, pour commencer, respecter le prénom et les pronoms ou les marqueurs de genre choisis par les personnes. Donc, si quelqu'un dit je veux qu'on m'appelle Élise et qu'on me désigne avec un pronom féminin, eh ben, on doit l'appeler Élise et la désigner par un pronom féminin. Que le changement d'état civil ait été réalisé ou non. Vous avez vu, le Défenseur des droits, il ne mentionne pas dans sa décision la question du changement d'état civil. C'est indépendant de ça. Ce sont deux questions déconnectées et qui, du coup, n'empêchent pas qu'on respecte l'identité de la personne, même si elle n'a pas encore pu faire son changement d'état civil. Donc, ça veut dire que, par exemple, là, nous, à l'université,
on a le droit de modifier les listes d'inscription, les adresses de messagerie étudiante, la carte étudiante, les listes électorales pour les élections étudiantes, etc. On a le droit de modifier tout ça pour le faire correspondre à l'identité vécue des individus, même si du coup ça ne correspond pas à la carte d'identité des personnes. Et donc là, je vous précise aussi, puisqu'il y a eu une circulaire du ministère qui est sortie en 2019, qui expliquait que depuis la rentrée 2019, un peu en accompagnement aussi de ces mesures préconisées par le défenseur des droits, bah, les logiciels ont bien été mis à jour. Donc le logiciel Apogée, le logiciel SVE ScholarX permettent maintenant l'inscription au prénom d'usage. Donc pendant longtemps, c'est vrai que ce qu'on pouvait nous opposer, c'était mais c'est compliqué techniquement, les logiciels informatiques ne nous permettent pas de faire ça correctement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis la rentrée 2019, les logiciels ont été mis à jour pour qu'on puisse inscrire correctement les personnes trans avec leur prénom d'usage. Donc ça passe, ce que disait aussi le défenseur des droits, par respecter les choix d'habillement. Donc on ne questionne pas que quelqu'un dont on a l'impression qu'en fait c'est peut-être un garçon ou qui a un corps masculin vient en jupe. C'est son problème. Cette personne a envie de venir en jupe, elle se sent mieux en jupe, elle vient en jupe et on n'a pas à juger ce choix d'habillement. Ça concerne aussi le fait de respecter l'accès aux espaces non mixtes, les toilettes, les vestiaires, ce que je vous disais. Une femme trans, elle a le droit d'aller dans les toilettes femmes. Un homme trans, il a le droit d'aller dans les toilettes hommes et on n'a rien à demander à ces personnes-là quand elles viennent. Elles n'ont pas à se justifier de pourquoi elles utilisent telle ou telle toilette. Il faut partir du principe que si les gens viennent dans ces toilettes-là, c'est qu'ils ont besoin d'utiliser ces toilettes-là. Point. Ensuite, un autre élément important qui est aussi mis dans la circulaire d'ailleurs, que si je crois que c'est. Non, ça doit être une autre circulaire, parce que je parle d'une circulaire en dessous. Et je crois que c'est une autre circulaire de 2019, du coup celle qui disait déjà que les logiciels étaient mis à jour, qui rappelle aussi que la civilité, la mention de civilité, monsieur, madame, ça, c'est pas nécessaire en fait. Dans les documents, c'est pas un élément de l'état civil, donc il n'y a pas besoin de les noter. Et un peu dans la continuité de ça, depuis la loi européenne sur les RGPD, donc sur les données sensibles, et notamment les données personnelles intimes, qui a été du coup appliquée en France par la CNIL, la Commission nationale information et liberté, qui dit que, voilà, en plus de cette question de l'état civil dont on n'a pas besoin, il y a aussi le fait de est-ce qu'on a besoin ou pas de certaines informations. Donc depuis maintenant 2-3 ans, si on suit vraiment à la lettre les recommandations de la CNIL et ce qui est inscrit en fait dans la loi européenne RGPD sur donc la protection des données, on est censé garder dans des fichiers uniquement les informations qui nous sont indispensables. Donc en fait, la conséquence de ça, c'est que tous les moments où on n'a pas besoin de savoir le sexe ou le genre, et les cases sont souvent un peu interchangeables dans les documents administratifs, tous les moments où on n'a pas besoin de savoir ça, on est maintenant en fait dans le devoir de ne pas le demander. Si on est en train, je ne sais pas, par exemple, typiquement, si on parle des listes électorales pour les élections étudiantes, à mon avis, il n'y a pas besoin, ce n'est pas une donnée qui est nécessaire au vote d'avoir le sexe ou le genre. On peut tout à fait les supprimer. Il n'y a pas besoin de marquer dans la liste que ici, ça va être un homme ou une femme qui vient voter. Dont on a besoin, c'est juste de l'identité de la personne, son nom, prénom, pour que ce soit la bonne personne qui vienne voter. Donc voilà, désormais, il faut essayer de se mettre aussi dans cette optique-là, et ça marche pas que pour le sexe et le genre, ça marche pour plein d'autres choses aussi. Quand on demande par exemple l'année de naissance, est-ce qu'on en a réellement besoin, oui ou non? En fait, toutes les informations qu'on demande dans un peu les fiches un peu préfaites où il y a juste à cocher, à remplir, il faut qu'on se demande quand même maintenant, et nous, ça a été aussi le cas avec notre enquête par exemple, hein, on doit demander uniquement des informations qui sont proportionnées aux besoins auxquels ils répondent. Donc tout ce qui ne correspond pas aux besoins et à l'usage qu'on va avoir de la base de données, des informations qui sont remplies, on ne doit pas le demander. Voilà, donc supprimer la mention de civilité puisqu'il n'y en a pas besoin. Et donc une autre circulaire aussi du ministère de 2015 qui là du coup est adossée au fait d'avoir fait son changement d'état civil. Si une personne qui a déjà fini ses études, a obtenu ses diplômes, a fait son changement d'état civil, alors elle a le droit de demander à l'université ou à l'établissement dans lequel elle a reçu son diplôme de faire rééditer ses diplômes ou d'en avoir un duplicata avec sa nouvelle identité, à partir du coup de son nouvel état civil. Donc là, c'est une obligation des universités, des établissements d'enseignement supérieur. Si une personne qui a fait un changement d'état civil, que ce soit son nom, son prénom, son sexe, en fait, c'est même que ce soit des personnes trans ou pas des personnes trans, en fait. Par exemple, sur la question du prénom, il y a des personnes parfois qui changent de prénom sans être des personnes trans. Il peut y avoir le nom aussi qui change indépendamment de cette question-là. Et voilà, toute personne qui viendrait avec un changement d'état civil se présenter dans son ancien établissement et qui demande la réédition de ses diplômes,
avec sa nouvelle identité, sa bonne identité, l'université ou l'établissement est dans l'obligation de délivrer du coup ce nouveau diplôme édité avec les informations à jour. Et enfin, alors je crois que ça a fait sauter aussi un dernier tiré, donc je vous le dirai à l'oral, qui reprend déjà en fait ce que disait aussi le défenseur des droits. Dans l'idéal, établir un guide de bonne pratique, puisqu'au moins ça permet d'avoir un document écrit sur lequel s'appuyer. Voilà, quand on a un doute, on peut aller voir ce qui est écrit là-dedans sur ce qu'on a le droit de faire ou pas dans son établissement par rapport à ces questions-là. Ou quand une personne trans vient voilà, avec une problématique, une question, etc., de pouvoir lui répondre de la meilleure des manières. C'est normal que tout le monde ne soit pas formé et sache tout d'emblée. Donc, voilà, qui est un guide de bonne pratique. Comme ça, voilà, on a un doute, on va se référer à ce guide de bonne pratique. Des formations à destination du personnel, des professeurs, etc., en fait, de toute l'équipe encadrante dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, un peu, en fait, ce qu'on fait aussi aujourd'hui. Et à la fois aussi des formations techniques. Peut-être, voilà, il faut expliquer sur le logiciel Apogée. On nous dit qu'on peut inscrire au prénom d'usage. OK, mais du coup, concrètement, qu'est-ce que je dois remplir dans le logiciel? Voilà, il y a besoin aussi de donner des billes à ce sujet-là. Et le dernier point, c'était de mener en fait des campagnes de prévention, de la sensibilisation. Voilà, il faut informer le grand public, ce qu'on fait aussi là aujourd'hui, expliquer quelles sont les problématiques, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce que le droit dit, comment concrètement du coup on met en place les choses pour essayer de lutter quand même contre ce qui est un peu un fléau, quoi, quand on voit les résultats de notre enquête qui sont, comme je vous ai dit, assez significatifs parce qu'ils sont assez représentatifs de la répartition de la vraie population étudiante. Donc, ce n'est pas des gens au hasard qui ont répondu, c'est statistiquement assez significatif. Donc, les problèmes sont réels et importants. Et donc, on ne peut pas juste fermer les yeux et se dire, oh là là, c'est un peu compliqué, on ne fait rien. Non, on a des outils qu'on peut mettre en place maintenant, donc il faut qu'on apprenne à s'en servir. Et donc, pour ça, il faut sensibiliser, former, etc. Le grand public sur ces questions-là. Enfin, le grand public et pas que le grand public, aussi voilà, dans nos universités sur les questions un peu plus techniques et précises, parce que bon, c'est bien beau de dire il faut qu'on soit bienveillant, il faut qu'on soit gentil, mais du coup, ça concrètement, ça passe par quoi? Ça passe par quel mécanisme technique? Comment on fait sur nos documents administratifs, etc. Et donc ça, c'est important de s'y pencher. C'est pas forcément des choses très compliquées d'ailleurs, hein, mais c'est important de s'y pencher dans les universités, de mettre en place des protocoles et des formations à ce sujet. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et du coup je laisse la place aux questions maintenant. Et si vous n'avez pas de questions maintenant mais que vous voulez me recontacter plus tard, il n'y a aucun souci. Je vous laisse du coup mon adresse mail pour ça. Alors, je vais... Je m'entends en écho. Alors, il y avait une question. Ah, je m'entends vachement d'écho. Attends un instant. Je vais couper la présentation aussi, mais si vous avez besoin qu'on revienne voir quelque chose, si vous avez des questions sur des points précis, je retournerai sur les pages en question. Et Oui, je les puis j'arrête partagerai. l'enregistrement aussi. Alors,